Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon intervention s'intitule « Les blessures de l'âme », comprendre et agir face aux conséquences des traumatismes, violences, maltraitances et abus. Il s'agit d'un sujet assez délicat, mais qu'il me paraissait vraiment important d'aborder et de pouvoir rendre accessible au plus grand nombre. Mon intervention va se dérouler en 4 parties. Dans une première partie, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, ma démarche, de quelle place je parle. La deuxième partie sera effectivement le sujet qui va être abordé, donc les blessures de l'âme, ce qui se passe quand on a un traumatisme et puis comment y faire face, etc. Dans la troisième partie, il y aura 2 témoignages que je vais vous lire de personnes qui ont voulu apporter leur contribution à ce projet. Et dans la dernière partie, nous répondrons, je vous donnerai un regard religieux avec des extraits de ce qui a été dit par un théologien qui a participé à une des éditions de cette conférence, M. Yacoub Mahi. Et nous répondrons aussi à quelques questions qui sont habituellement posées quand on aborde ce sujet. Alors, en ce qui concerne mon parcours, donc je suis née en 1962. Je me définis comme une Européenne de Belgique parce que mes grands-parents partagent 5 nationalités différentes, originaires d'Europe. J'ai une moitié de ma famille qui était de confession catholique plutôt traditionnelle, l'autre protestante pratiquante. Et j'ai été élevée par des parents athées. J'ai eu un parcours professionnel atypique. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler. Je n'avais pas beaucoup de qualifications, je les ai acquises au fur et à mesure. Et puis à 36 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai commencé à me former à la relation d'aide. Pendant cette année, je me suis formée, je suis retournée à l'école, à l'université, etc. J'ai acquis les différents diplômes qui me permettent aujourd'hui, qui m'ont permis de devenir psychothérapeute. Aujourd'hui, j'ai à mon actif 11 ans d'expérience institutionnelle, principalement dans le domaine du handicap, de l'aide à la personne handicapée, enfants et adultes, une petite expérience dans l'aide à la jeunesse, 4 années d'enseignement de la religion islamique et je pratique la psychothérapie maintenant depuis 11 années en parallèle de ces différentes occupations professionnelles. Alors en 2007, je pratiquais la psychothérapie déjà depuis quelques années quand je me suis convertie à l'islam. Et cette conversion à l'islam m'a amenée à rencontrer énormément de personnes de la communauté musulmane de Belgique et j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un besoin très très important de la communauté de pouvoir s'adresser à des intervenants de confession musulmane, ce qui m'a amené à essayer de mettre du lien entre les potentiels intervenants de la communauté musulmane de Belgique en créant le réseau Santé mentale et spiritualité qui réunit ces différents intervenants, qui les met en lien et qui permet aussi de tenir un répertoire pour diriger les personnes qui sont en demande de s'adresser à un psychothérapeute de la même confession qu'eux. Tous ces contacts au travers des conférences, au travers des consultations m'ont amené à vraiment conscientiser beaucoup de choses, beaucoup des besoins de la communauté. Et un des besoins qui m'est apparu aussi en faisant tout ça, ça a été la nécessité aussi d'établir un dialogue entre ce que moi j'appelle les gens du monde religieux et les intervenants dans les relations d'aide, les intervenants professionnels dans les différentes relations d'aide. Cette partie des projets que je mène à bien est peut-être la partie la plus ardue pour le moment parce que le dialogue n'est pas évident à établir, mais je ne désespère pas d'arriver à des résultats dans la mesure où il me semble que ce n'est qu'ensemble et en travaillant en réseau et dans la complémentarité qu'on arrivera à aider les personnes de la meilleure façon. En 2014, j'ai créé aussi, donc c'est cette année, un fonds d'entraide que j'ai intitulé Fonds d'entraide psychospirituel. Pourquoi psychospirituel et pourquoi fonds d'entraide? Alors fonds d'entraide parce qu'il y a un tas de gens qui se retrouvent à avoir besoin d'aide professionnelle et pour ces gens c'est assez compliqué
parfois d'assumer au niveau financier le coût que ça engendre. Pour les professionnels, c'est pas toujours évident d'adapter les tarifs. On peut le faire pour une certaine partie et puis à un moment, forcément, tout le monde a ses limites parce que tout le monde doit gagner sa vie. Et puis pourquoi psychospirituel? Parce que ces deux aspects de l'être humain sont étroitement liés et que ce n'est qu'en étant bien dans tous les aspects de notre vie qu'on va vraiment pouvoir avancer et surmonter les difficultés qu'on rencontre. Alors ce fonds, il a pour objectif de faciliter l'accès à ces soins, qu'ils soient psychologiques et ou spirituels, l'accès aussi au savoir spirituel et aussi la diffusion du savoir dans les domaines psychologiques, dans les domaines spirituels et dans les domaines qui font justement la jonction entre ces deux approches-là. Aujourd'hui, cet enregistrement, il est aussi financé grâce à ce fonds d'entraide, grâce à un appel de fonds qui a été fait. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui avaient participé donc, à financer les frais de réalisation de cet enregistrement par la petite opération que j'avais lancée, 30 fois 10 €. Et vraiment un tout grand merci à toutes les personnes qui ont participé. C'est grâce à vous tous et à vous toutes que vous pouvez là maintenant regarder cet enregistrement sur le net. On pense souvent que tout ça, ça n'arrive qu'aux autres. Vous savez, les autres, les non-musulmans. Et pourtant, après 11 années de travail social, 4 ans dans l'enseignement, 10 ans de travail de psychothérapie, dont 6 avec des personnes de la communauté musulmane de Belgique, et autant d'années à rencontrer des personnes de la communauté musulmane de Belgique et en France à l'occasion des conférences et autres manifestations, je peux vous dire qu'il n'en est absolument rien, bien malheureusement. Les musulmans, ce sont des êtres humains comme les autres et ils traînent aussi, comme les autres, de bien lourds secrets au sein de leur foyer et de leur cœur. Pour comprendre comment notre âme peut subir certaines blessures, des traumatismes, il faut remonter à la genèse de notre existence, le tout premier âge, et puis comprendre aussi quels sont nos besoins à ce moment-là. Un petit humain, quand il arrive au monde, il est complètement dépendant des adultes et sa survie, elle va dépendre du lien qu'il va créer avec eux. Idéalement, évidemment, le lien que le petit humain va créer avec la mère qui l'aura porté, et puis avec son père, ou bien, en cas d'accident, une figure d'attachement la plus stable possible. Le besoin principal de l'être humain pendant toute sa vie, ça va être la sécurité. C'est vraiment le besoin qui nous... Au-delà du besoin de se nourrir, le besoin de sécurité est vraiment quelque chose qui est tout à fait important. Et un des moyens pour parvenir à ressentir cette sécurité, qui est quelque chose de tout à fait subjectif, c'est l'attachement. L'attachement est une notion qui va être présente dans énormément d'analyses quand on essaye d'aider les personnes qui sont en souffrance, à savoir aussi que l'amour est quelque chose qui découle de l'attachement. L'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. L'attachement, il est là dès le départ, et puis l'amour, c'est là où on met justement le caractère humain à l'attachement. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait propre à l'être humain. Il y a aussi, pour répondre aux besoins de sécurité, pour construire ce sentiment de sécurité, nous avons tous besoin de limites, des limites qui sont posées par des adultes solides et cohérents. Nous avons aussi besoin d'apprendre à être autonomes, à prendre des responsabilités de façon progressive et à développer une certaine confiance en nous. Tout ça, c'est possible quand ce sentiment de sécurité est présent, nourri par tout ce que je viens d'évoquer. Nous avons aussi différentes sortes d'attachements, différentes figures d'attachement, donc la mère, comme je le disais il y a une minute, le père également, la fratrie, toute la famille élargie, etc. L'enfant, c'est une autre notion qu'il faut avoir bien en tête quand on aborde ces choses-là, n'est pas une page blanche quand il vient au monde. L'enfant, il est déjà chargé d'un certain héritage, de ce que sa famille lui aura transmis. Il a une nature particulière qui lui est propre. Et avec cette hérédité, ça va constituer déjà ce qu'il est, lui, en tant que personne, en arrivant au monde. Et puis, sa personnalité va continuer de se façonner au travers des différentes expériences au cours de son développement. Il va naître avec la faculté de faire le bien ou non,
On devra toujours choisir en tant qu'être humain. Ça, c'est une caractéristique qui va nous habiter toute notre vie. Et nous serons donc au fur et à mesure façonnés en fonction de cette nature initiale et puis de toutes les expériences que nous allons traverser au cours de notre vie, de l'éducation que nous allons recevoir, qui est aussi une forme d'expérience quelque part. Les expériences seront soit positives, soit négatives. Et c'est important de retenir ça aussi quand on parlera des auteurs justement de maltraitance. Qu'est-ce qu'on va trouver donc à l'origine des blessures de l'âme ? Quand on parle de traumatisme, donc des blessures de l'âme, il faut faire une distinction importante entre quelque chose qui va être traumatique par nature et des événements qui vont faire trauma. Par exemple, un accident, une guerre, une situation de guerre ou un viol, c'est quelque chose qui est traumatique par nature. Déjà là, on va avoir une grande différence de réaction entre les gens. Il y a des gens qui vont vivre les traumatismes d'une façon très très différente selon justement leur terrain de départ, selon leurs réserves, selon leurs capacités. Ça, on va y revenir quand on parlera de résilience. Et puis, il y a d'autres choses qui vont avoir un effet traumatique, alors qu'à la base, elles ne sont pas forcément traumatiques, qui vont être, par exemple, des petits mots qui sont dits à des enfants, une maman qui oublie un enfant ou quelque chose comme ça, qui vont être traumatiques par la façon dont la personne va les percevoir ou par le fait qu'elles vont se répéter. Alors, à l'origine aussi de ces traumatismes, nous allons avoir des troubles de l'attachement, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une base de sécurité qui est fragilisée. Comme je vous le disais, un de nos plus grands besoins, c'est le besoin de sécurité, et quand notre base de sécurité est fragilisée, on va avoir des difficultés à faire face à tout ce qui nous arrive dans notre vie. On va avoir des difficultés relationnelles à l'âge adulte, par exemple, au niveau du couple, en tant que parent à son tour, etc. Toujours à l'origine de ces blessures de l'âme, de ces traumatismes, on va avoir certains accidents de la vie, certains accidents tout court, certaines maladies graves, certains handicaps qui vont pouvoir aussi avoir un impact traumatique sur nous. À l'origine toujours de ces blessures de l'âme, on va trouver aussi de la négligence. Alors la négligence, c'est quoi? C'est un enfant qui est trop peu investi, voire un enfant qui est mal nourri, un enfant qui est peut-être pas bien entretenu, un enfant qui est livré à lui-même, dont on ne va pas beaucoup s'occuper. Alors là, on arrive dans un domaine qui est un petit peu parfois difficile, où il est difficile d'établir une frontière, parce que c'est quelque chose qui peut être très relatif, c'est des choses qui peuvent passer inaperçues au niveau de la négligence, mais par contre les conséquences elles peuvent être assez graves. Par exemple, quand on a des personnes qui présentent un handicap mental léger, on va trouver énormément de cas de négligence parentale derrière le handicap mental léger, ce qui ne veut pas dire que tous les handicaps mentaux légers viennent de là, mais en tout cas c'est une des plus grandes causes qu'on va trouver dans ce type de handicap. Toujours à l'origine des blessures de l'âme, on a la maltraitance. Alors cette maltraitance, elle va souvent aussi de pair avec la négligence. C'est une frontière qui est aussi parfois difficile à établir entre négligence et maltraitance. La maltraitance, c'est quand l'enfant est objet de mauvais traitements avérés. Il va recevoir des coups, il va être tout à fait mal nourri, il va peut-être subir des sévices ou alors de la négligence grave. On va aussi trouver quelque chose qui est très difficile parfois à établir ou à objectiver, c'est la maltraitance psychologique. La maltraitance psychologique, ce sont les humiliations et toutes sortes de choses comme ça que certains enfants subissent. On ne voit rien, mais c'est aussi quelque chose qui peut avoir des répercussions psychologiques très importantes. Toujours à l'origine de ces traumatismes, on va trouver le traumatisme le plus grave qui puisse être subi par quelqu'un, c'est l'abus sexuel. Alors ça peut se dérouler dans la famille nucléaire. Alors la famille nucléaire, c'est papa, maman, les enfants, dans la famille plus élargie, ou alors à l'extérieur de la famille, dans le milieu scolaire, dans le milieu social, dans le milieu sportif. Ou alors des agressions tout à fait, on va dire, occasionnelles à l'extérieur lors d'un déplacement par exemple. L'abus sexuel est évidemment une forme de maltraitance grave, c'est la plus grave que l'on puisse subir. Alors à partir de quand est-ce qu'on peut parler de négligence, maltraitance ou abus? La négligence,
ça commence à partir du moment où le défaut de soins il entrave le bon développement de l'enfant. Particulièrement quand, en cas de sous-stimulation d'un enfant, il y a des très très jeunes enfants qu'on laisse très tôt devant la télévision, dans leur berceau, dont on ne s'occupe pas beaucoup, qui ont peut-être une personnalité un tout petit peu plus calme, etc. Des enfants qu'on va un petit peu oublier, qui peuvent provoquer, comme je le disais tout à l'heure, un retard mental ou une déficience mentale. Malheureusement, ces déficiences, au-delà d'un certain âge, elles deviennent irréversibles, alors qu'au départ, l'enfant a un potentiel tout à fait normal. La maltraitance, ça commence à partir du moment où on dépasse... Peut-être que là, pour expliquer ça, il faut faire la nuance peut-être entre une gifle et des coups. C'est une question qui revient très très souvent quand on aborde l'éducation des enfants et la question des limites. Et c'est vrai que donner une gifle à un enfant, c'est sûr et certain que ce n'est pas le truc le meilleur du monde à faire, que c'est souvent un constat d'échec de l'exercice de notre autorité. Mais en même temps, il ne faut pas non plus complètement dramatiser toujours ces gestes qu'on peut avoir de façon un petit peu, quand on sort un petit peu de nos gonds. Et c'est vrai que la gifle, c'est une façon physique de dire stop à un enfant, qui n'est pas l'idéal, mais voilà. Par contre, à partir du moment où cette simple gifle, entre guillemets, qui est donnée d'une façon un petit peu spontanée comme ça se transforme en coup, c'est-à-dire la gifle qui part toute seule comme ça, voilà, on va dire que c'est un accident. Par contre, la gifle qui se répète ou qui devient des coups qui sont là pour être l'expression de notre colère et de notre frustration, et où devant nous on a un enfant et que ce qu'on est en train de lui faire n'a plus aucune commune mesure avec peut-être la bêtise que l'enfant a pu faire, eh bien là, on est vraiment dans la maltraitance. C'est vrai qu'à partir du moment où on est là-dedans, on est dans la maltraitance, mais que toute personne qui vit une situation comme ça n'est pas un parent maltraitant tout le temps. Mais c'est important, dès qu'on peut vivre des choses comme ça aussi, de demander de l'aide, d'aller vers des professionnels, de dire voilà, il m'est arrivé un dérapage avec mon enfant, j'ai pas compris ce qui m'arrivait émotionnellement, je suis pas comme ça d'habitude, donc aidez-moi à essayer de trouver qu'est-ce qui en moi fait que à un moment j'ai pu me comporter comme ça. Je fais un petit peu de prévention en même temps parce que je pense que c'est tout à fait important, parce que l'objectif de ce genre d'intervention, c'est pas de tout dramatiser, c'est aussi d'ouvrir les portes et d'enrayer un petit peu, enfin un petit peu et même, si possible, complètement ce genre de phénomène. À partir de quand donc aussi il y a abus sexuel, alors là la frontière elle est tout à fait claire, beaucoup plus claire que pour la négligence ou la maltraitance, c'est que dès qu'il y a un passage à l'acte de la part d'un adulte ou d'un enfant plus âgé, par des paroles ou par des gestes à caractère sexuel direct ou indirect. Ça c'est clair que dès qu'on est là-dedans, on est dans une situation d'abus sexuel. On parle aussi de climat incestuel. Là, c'est de nouveau beaucoup plus vague, un petit peu comme pour la négligence et la maltraitance, lorsqu'il y a une intimité prolongée, anormalement, entre des parents et leur enfant. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain niveau de développement, on va dire progressivement, ça se fait à partir du moment où l'enfant n'a plus besoin de soins très intimes par rapport à son hygiène corporelle, une fois qu'on a dépassé les 4, 5, 6 ans par là, bien sûr il y a des petites aides qui sont encore données quand les enfants vont aux toilettes, etc. Mais à partir d'un certain âge, le parent n'a plus rien à faire quelque part à vérifier les zones génitales par exemple de son enfant. Il y a des parents qui font ça de façon prolongée très tard, et là à partir d'un certain âge c'est important que ça soit fait d'une certaine façon, et puis à partir d'un certain âge plus du tout, parce que c'est comme ça, sauf s'il y a vraiment un accident ou des choses comme ça. Mais il y a dans certaines familles ce genre de geste est prolongé de façon anormale et ça devient intrusif parce que l'enfant ne peut pas se construire sa propre intimité, et c'est quelque chose qui fait partie du développement psychologique sain d'un enfant. Il y a aussi cette intrusion prolongée dans l'intimité de l'enfant, aussi parfois par rapport à des paroles, hein, des parents qui cherchent à savoir absolument ce que leur enfant fait, qu'il fréquente, ce qu'il dit. Alors bien sûr c'est important qu'on ait un certain contrôle sur les enfants, mais c'est important que l'enfant puisse commencer à se construire un certain jardin secret, parce que si on est intrusif et qu'on veut tout savoir, au-delà d'un certain âge, eh bien ça va agir, ça va avoir des répercussions aussi intrusive pour la personne qui ne pourra pas se construire d'une façon saine. Alors,
Une chose qui est à souligner, c'est que le trauma, il est souvent multifactoriel. D'accord? On a la personnalité de base de l'enfant, de la personne, et puis on a aussi une certaine capacité de résilience. Alors la résilience, on pourrait faire des conférences entières sur ce thème. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont été données par un monsieur qui s'appelle Boris Cyrulnik. C'est le monsieur qui a conceptualisé cette notion. Moi, je vais juste vous en dire quelques mots parce que je pense que c'est très important quand on parle de trauma. Donc la résilience, c'est la capacité à rebondir après des traumatismes parfois très graves. Alors, cette capacité de résilience, elle va dépendre quelque part du fond affectif de l'enfant, si on peut appeler ça comme ça. Et ce fond affectif, il est constitué de tout ce que l'enfant aura reçu depuis sa naissance, tout ce dont l'enfant aura été nourri d'un point de vue affectif. Et dans ce fond affectif, quand la personne, même une personne adulte, est face à une situation traumatique, si elle a un fond affectif qui a été suffisamment nourri, étayé au cours de son développement, eh bien, elle pourra puiser dans ce fond-là et elle sera beaucoup plus forte, elle aura beaucoup plus de capacité à rebondir. Il y a une notion aussi, quand on parle de résilience, qui est importante, c'est la notion de tuteur de résilience. Ce qui est semé aujourd'hui fera peut-être son effet seulement demain. Et fera peut-être, c'est-à-dire que ce sont toutes les paroles, toutes les rencontres, parfois tout à fait ponctuelles qu'on va faire. Ces personnes qui un jour nous ont dit une phrase qui à un moment va ressurgir et elle va nous porter dans un moment où on va vivre quelque chose de difficile. Ça peut être un oncle lointain qui aura dit c'est super bien ce que tu as fait, là ce que tu as fait ou ce que tu as dessiné c'est magnifique, tiens je pense que tu as peut-être un don pour faire telle chose, etc. Eh bien ce sont toutes des choses qui vont avoir des répercussions plus tard. Un professeur aussi qui nous donne confiance en nous, etc. Et là on appelle, Boris Cyrulnik appelle ces personnes des tuteurs de résilience. Donc ce sont ces personnes qui vont aussi étayer notre estime de nous finalement et nous permettre peut-être à un moment de faire face à ce qui nous arrive d'une façon beaucoup plus forte. Donc le troisième facteur qui est en cause par rapport au trauma, c'est aussi la capacité de l'entourage à soutenir l'enfant ou la personne qui vit le traumatisme, à reconnaître ce que l'enfant vit ou ce que la personne vit et à le protéger. Ça c'est vraiment spécifique aux enfants quand certains faits sont découverts. Là, c'est vrai que un même événement, s'il est accueilli de façon adéquate, si tout l'entourage de l'enfant le croit, le soutient et met en place des choses tout à fait efficaces, eh bien, on va se rendre compte que l'onde de choc, en fait, elle va être beaucoup plus courte que si à ce premier trauma se rajoutent des réactions inadéquates, qu'on ne croit pas, etc., etc. On va y revenir. Alors c'est vrai aussi que les répercussions du traumatisme, elles vont être différentes selon que le trauma soit le fait du destin. Si je prends un bus, que ce bus va avoir un accident très grave, que je vais voir des choses horribles, souvent c'est la faute à pas de chance, c'est le destin, c'est comme ça devait arriver. Par contre, si on m'agresse, si j'ai affaire à une personne perverse dans mon entourage qui va me faire subir du mal, eh bien, je vais le vivre d'une façon très très différente parce que y a vraiment là quelqu'un qui me fait du mal, même si à la base c'est peut-être pas intentionnel de faire du mal, ça on y reviendra aussi, mais en tout cas les répercussions vont être assez différentes aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit un trauma? Le principe du trauma, si on le met sur une ligne du temps assez schématique, il y a un avant, il y a un événement qui provoque une perte importante, et puis il y a un après. Donc c'est-à-dire que dans cet après, on ne sera plus jamais comme avant, et qu'on aura un deuil important, on aura perdu quelque chose. On aura perdu d'abord un sentiment de sécurité, on aura perdu une certaine innocence, on aura perdu peut-être certaines capacités, etc. Alors notre psychisme, il va aménager des stratégies pour supporter cette douleur qui est insoutenable. Par exemple, on va assister à des phénomènes d'amnésie, c'est-à-dire qu'on va
oublier quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que notre psychisme, il le met à distance jusqu'au moment où il sera capable de le regarder. Ça peut durer des années. Dans certains cas, ça peut durer des années. Dans un cas normal, on va dire par exemple, suite à un accident, on va oublier et puis petit à petit, la mémoire va revenir et petit à petit, on va être capable de raconter l'accident sans être complètement rempli d'effroi. Les stratégies qui nous permettent à un moment de nous sauver la vie, de sauver notre vie psychique, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, si elles durent des années, elles risquent aussi de devenir des handicaps, parce que c'est très bien de pouvoir mettre un événement à distance jusqu'au moment où on va pouvoir le regarder, mais si on fait de l'amnésie, on va avoir énormément de difficultés par rapport au fonctionnement de notre mémoire dans la vie de tous les jours, parce que finalement, notre psychisme va tout le temps être dans une hypervigilance pour mettre de côté l'événement qu'il ne faut surtout pas regarder, et donc la mémoire ne pourra pas fonctionner normalement. Lorsqu'on est devant un trauma qui se répète, par exemple dans les cas de négligence, de maltraitance, d'abus qu'on a évoqués tout à l'heure, quand c'est des abus récurrents par exemple, la victime, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être dans son milieu naturel, on va dire, et que même si les événements sont traumatiques, il n'y aura pas de conscience que c'est traumatique. Il y aura un malaise. Toutes les personnes qui ont vécu de la maltraitance ou de la négligence ou des abus quand ils étaient enfants le disent, c'est qu'on a un sentiment de malaise, mais sans pouvoir mettre des mots sur le malaise. On pense que les choses sont normales, même si quelque part, il y a des choses, on a l'impression qu'il y a un truc qui cloche, mais l'enfant, il n'aime pas trop ça, mais il pense que tout le monde vit ça, et que c'est un fait. Et puis c'est seulement au moment où l'enfant il est confronté au monde extérieur, on va dire, ou en tout cas à une autre normalité, qu'il va commencer à voir qu'il y a une différence entre ce qu'il vit et le reste. Et puis, à un moment, et ça peut arriver assez tard, on le verra dans les témoignages de tout à l'heure, c'est qu'il y aura une prise de conscience que ce qu'on vit n'est pas normal, que le fait d'être peut-être insulté tous les jours, eh bien, tous les enfants ne sont pas insultés comme ça, que d'être frappé, d'être touché dans des zones intimes, etc., c'est quelque chose qui est absolument pas normal. Et là, le traumatisme, il va en fait avoir lieu à ce moment-là. L'effet traumatique, il va se faire d'une façon beaucoup plus importante. Boris Cyrulnik, que j'ai cité tout à l'heure, appelle ça aussi le deuxième temps du trauma. C'est-à-dire qu'il y a ce qui se passe et puis la réalisation que ce qui se passe est traumatique. Et donc, ça va à ce moment-là provoquer une onde de choc parfois beaucoup plus importante que ce qui s'est passé au départ. Alors les symptômes d'un traumatisme, on le disait il y a quelques minutes, qu'après un traumatisme, la victime va passer par différents stades donc pour digérer ce qui lui est arrivé. Et ces symptômes-là, on va avoir de l'hypervigilance, on va faire attention à tout, des insomnies qui vont souvent de pair avec l'hypervigilance, de l'amnésie, des flashs aussi, qui constituent ce qu'on appelle le fameux syndrome de stress post-traumatique. Ce syndrome de stress post-traumatique, c'est cet ensemble de symptômes qui vont aller en s'atténuant, en principe, après un traumatisme, et puis parfois il y a des choses qui vont rester. C'est à ce moment-là qu'on aura généralement besoin de faire un travail de type thérapeutique. Alors, quand on est avec des traumatismes qui sont répétitifs, quand on a de la négligence grave, des maltraitances ou des abus, on a une victime qui va vivre dans un état permanent d'hypervigilance et toutes les autres adaptations à la situation. Et ce mode de fonctionnement va devenir un mode de fonctionnement habituel qui va être tout le temps présent. Et pour finir, ça va générer des symptômes même de type physique. Donc on pourra avoir ce qu'on appelle des symptômes psychosomatiques. Ces symptômes psychosomatiques, ça peut être des courbatures musculaires ou des choses comme ça, voire même on peut déclencher certaines véritables maladies liées à ces états de stress post-traumatique presque permanents. Alors, on a vu qu'il y avait différentes causes possibles au traumatisme. On va s'arrêter un tout petit peu sur les particularités de l'abus sexuel parce que c'est vraiment le traumatisme le plus grave et il y a des choses qui sont très caractéristiques de ce type de traumatisme.
Globalement, quand on parle d'abus sexuels, sur un enfant bien sûr, c'est confronter en fait un enfant à une activité qui est naturelle, entre les adultes bien sûr, mais l'enfant il n'est absolument pas psychiquement outillé pour la gérer et physiquement il n'est pas du tout prêt à la vivre. L'abus sexuel, ça concerne aussi bien les garçons que les filles. Et il est aussi bien perpétré par des hommes que par des femmes dans les deux cas. Donc on va avoir des hommes qui vont aller vers des petits garçons, des femmes vers des petites filles, puis des femmes vers des petits garçons, des hommes vers des petites filles. Alors c'est sûr et certain qu'au niveau des victimes, la toute grande majorité sont des filles et qu'au niveau des abuseurs, la toute grande majorité sont des hommes, au niveau statistique. Mais sinon, dans la possibilité, c'est possible de toutes ces façons-là. Dans une très grande majorité des cas aussi, il faut savoir que l'abus sexuel il est perpétré par un proche en qui l'enfant et la famille ont confiance. Forcément par la force des choses, puisque un enfant est rarement tout seul dans le monde, dans la vie, il est généralement accompagné, il est pris en charge par des adultes et donc forcément par quelqu'un qui est dans son entourage. Quand ça arrive, donc, puisque l'abus sexuel est généralement perpétré par une personne proche, il y a une énorme confusion qui va se produire pour l'enfant. Et cette confusion, elle est aussi en lien avec la façon dont l'abuseur va s'assurer du silence de l'enfant. Donc une personne qui va abuser un enfant va s'assurer de son silence par plusieurs techniques qui sont menaces, chantage, prédiction aussi, et ça c'est très très important dans tout ce qui va suivre, que même si l'enfant parle, il ne sera pas cru. Donc on est avec une personne en qui l'enfant a confiance, cette personne commet des actes qui sont tout à fait déplacés vis-à-vis de l'enfant, et puis soit elle va le menacer, soit elle va lui faire du chantage, ou elle va lui dire qu'on ne le croira pas, et l'enfant, comme ça vient d'une personne en qui il a confiance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire. Et donc, il est dans une confusion complète parce qu'on lui fait vivre quelque chose dont il sent que ce n'est pas juste. Et en même temps, on va lui donner ce qu'on appelle, on va lui donner un message paradoxal en fait. C'est qu'il est avec une personne en qui il a confiance, qui lui fait quelque chose qui le met mal à l'aise et qui lui dit quelque chose, une chose dans laquelle il va croire. Et ça va avoir un impact énorme, ça va faire taire des enfants pendant des années et des années. Jusqu'au moment où justement il va pouvoir peut-être se rendre compte que ça cloche et puis dépasser cette peur, cette injonction qu'il aura reçue pour oser enfin parler de ce qui lui est arrivé. Alors plus que n'importe quel autre trauma, pourquoi est-ce qu'il est important de parler plus précisément de l'abus sexuel? C'est plus que n'importe quel autre trauma. Ce traumatisme-là va générer de la honte et de la culpabilité. En plus, il va arriver que de façon tout à fait mécanique, la relation forcée mène à du plaisir sexuel, voire même à de l'orgasme. Et donc, ça attise encore plus le trouble de l'enfant, de la victime, parce que, on va le voir un petit peu plus loin, l'auteur va pratiquer ce qu'on appelle la distorsion cognitive par rapport à ces actes. Et donc, on a une confusion qui va être encore plus grande et une victime qui va encore plus culpabiliser parce que l'abuseur risque de se servir de ça pour entretenir ça avec l'enfant. Donc, en cas d'abus répété, ça va vraiment poser beaucoup de difficultés. Quand il s'agit d'un garçon qui est abusé par une femme, la chose elle se complexifie encore plus puisque c'est encore plus visiblement actif que quand il s'agit d'une fille. Il faut savoir aussi que dès qu'il y a un abus sexuel, une seule fois, il y a traumatisme. Ça, c'est indéniable. Donc, il y a des personnes qui disent « oui, mais ça n'a pas vraiment été une relation, c'est juste des attouchements, c'est juste ceci, ça n'a été qu'une fois ». C'est sûr et certain que les conséquences seront sans doute plus, entre guillemets, faciles à traiter, mais dès qu'il y a ça, il y a traumatisme. Il n'y a pas à discuter que oui, mais ce n'est pas tout à fait ça, c'est un traumatisme avéré, ça c'est clair et net. Alors, il s'agit, comme je le disais, de la forme la plus grave de traumatisme qui va agir comme un véritable séisme pour la victime, mais pas seulement pour la victime, aussi pour toute la famille qu'il y a autour. Parce que l'abuseur soit à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur,
quand une personne vit ce genre de traumatisme, elle va avoir des comportements qui vont commencer à être anormaux, on va dire. Elle va avoir un tas de comportements adaptatifs qui vont être des comportements qui vont souvent être déplacés ou qui vont être dérangeants pour l'entourage, où elle va essayer d'attirer d'une façon indirecte l'attention sur elle, et donc on va avoir énormément d'enfants qui vont devenir très très difficiles ou d'enfants qui vont devenir complètement déprimés par contre, mais en tout cas ça peut avoir des répercussions très très importantes sur la famille. On ne peut pas du tout établir d'échelle de gravité quand c'est comme ça. C'est un choc qui se produit et c'est vrai que l'onde psychique qui va en découler, elle va être fonction de tout ce que j'ai dit auparavant, du fond de sécurité de la personne, du fait que ça se répète pas, etc. Et puis il faut prendre les choses au cas par cas pour les aborder. Alors, les conséquences de toutes ces maltraitances et des abus sur la personnalité de l'enfant, elles vont être diverses. Alors, on va d'abord avoir une confusion très très importante dans les rôles et dans les limites, et notamment tout ce qui touche à la pudeur. Ça va être complètement désorganisé parce que ça arrive comme quelque chose qui vient perturber l'enfant dans son développement normal. Par exemple, quand un enfant subit par exemple de la violence, eh bien, de la violence régulièrement, ça veut dire que sa sécurité, son intégrité corporelle n'est pas respectée. Et donc, en ce qui concerne les limites, lui, il va enregistrer que quand on s'énerve, on a le droit de se servir du corps de l'autre pour se défouler. Je fais un gros raccourci pour essayer d'expliquer les choses, mais c'est un petit peu ça que l'enfant enregistre. Donc à son tour, l'enfant peut avoir des comportements tout à fait inadéquats, alors qu'en fait, au départ, il est une victime. Et donc ça, c'est ce qui illustre cette confusion dans les rôles et les limites. Il y aura aussi, au niveau de la sexualité, soit une inhibition, c'est-à-dire que la sexualité va être quelque chose de complètement inaccessible, qui va être enterré là comme si ça n'existait pas, ou au contraire, on va avoir des personnes qui vont avoir une sexualité complètement débridée. On a souvent cette image d'Épinal de la victime qui n'ose pas, qui est toute pétrifiée. Eh bien, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre, mais en tout cas, c'est complètement perturbé. On peut aussi avoir des victimes qui vont avoir un attrait important pour la pornographie. Parce que dans la pornographie, il n'y a pas besoin de relation pour soulager sa pulsion. Or, quelqu'un qui aurait été utilisé pour soulager la pulsion de l'autre, eh bien, il risque d'avoir un grand attrait pour ce genre de production. Et puis, les personnes qui ont subi de la maltraitance, de la négligence ou des abus sont des personnes qui auront une estime de soi faible, voire même très très faible, et qui auront beaucoup de mal fondamentalement à avoir confiance en elles. Alors, c'est vrai que là, on vient de parler beaucoup des victimes et des conséquences sur les victimes. On va essayer de comprendre un petit peu aussi qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ces maltraitances et de ces abus. Là aussi, les explications sont tout à fait multifactorielles, mais ce qu'il y a, et qui est très très important à retenir, c'est qu'il y a toujours de la douleur psychique quand il y a maltraitance ou abus. Quelqu'un qui est une personne choyée, qui est investie sainement, alors j'insiste très très fort, une personne qui est investie sainement par ses parents, parce que ce n'est pas toujours le cas, ne deviendra sans doute jamais une personne maltraitante ou ne développera sans doute jamais de comportement sexuellement déviant. Sur une ligne du temps, si on met les choses dans cet ordre-là, la première personne qui souffre, en fait, est celle-là même qui est produit de la souffrance. Mais une fois adulte, cette personne devient effectivement responsable de ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment important de se dire qu'on n'est pas dans quelque chose où on a des personnes qui se lèvent un beau matin en disant « tiens, je vais maltraiter mon enfant » ou « je vais violer quelqu'un » ou quelque chose comme ça. Non, la personne qui produit des comportements comme ça, à la base, elle est perturbée, à la base, elle n'est pas bien, à la base, il y a de la souffrance et effectivement, c'est elle qui, historiquement, a souffert la première. Mais après, forcément, il va falloir qu'elle fasse quelque chose pour s'en sortir. J'en profite justement pour rappeler, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, que quand on est aux prises avec ce genre de pulsion, c'est extrêmement important de franchir le pas et d'aller demander de l'aide dès qu'il y a des petites choses qui nous paraissent un petit peu bizarres, ne fût-ce que pour se rassurer et pour remettre peut-être un peu les choses en place.
Ici, c'est plus grave, effectivement, de pouvoir se faire prendre en charge. Alors, toujours à l'origine de ces maltraitances et de ces abus, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont développé une intolérance à la frustration, une difficulté à accepter les limites. Là, on est vraiment dans une question qui touche à l'éducation, parce que l'absence d'intégration des limites, elle va souvent faire partie du tableau psychologique de l'auteur de violence, qu'elle soit sexuelle, physique ou psychologique. On a tous eu un beau jour envie de tuer quelqu'un parce qu'il nous embêtait, qu'il nous énervait, on a tous eu envie de frapper quelqu'un, mais la plupart du temps, on ne va pas passer à l'acte. Pourquoi? Parce qu'on aura intégré des limites. Et ces limites-là, elles sont le fruit de l'éducation. Donc c'est extrêmement important quand on éduque un enfant, c'est une prévention primordiale au niveau de toutes les violences, c'est de donner des limites à un enfant. Quand on donne des limites à un enfant, on le frustre à certains moments. Eh bien, apprendre à gérer les frustrations inévitables qui sont liées à notre vie terrestre, c'est quelque chose qui va être un garde-fou pour d'éventuels passages à l'acte plus tard. Toujours donc à l'origine de ces maltraitances, on a aussi tout un pan qui est lié à la gestion des émotions. Quelqu'un qui n'a pas appris à gérer ses émotions va être quelqu'un qui va passer à l'acte aussi beaucoup plus facilement, parce que si je me sens très très en colère et que j'ai envie de frapper, comme je le disais il y a quelques minutes, si j'ai appris à gérer mes émotions, si j'ai appris à accueillir ma colère, eh bien je vais avoir appris dans le même temps à me décharger de cette émotion qui m'arrive, de l'utiliser d'une façon éventuellement positive, ou en tout cas de la décharger sans sans me servir du corps de l'autre, par exemple, comme d'un punching ball ou quelque chose comme ça. Donc, on a les maltraitances qu'on a soi-même subies, l'intolérance à la frustration éventuellement, et toute la question des émotions. Alors, juste une remarque par rapport à tout ça. Une toute grande majorité des personnes, bien sûr, qui passent à l'acte ont d'abord elles-mêmes été des victimes d'une manière ou d'une autre, ça c'est sûr, mais dans l'autre sens, heureusement, c'est une toute petite minorité des victimes qui va passer à l'acte. C'est évalué à quelque chose comme 8% des personnes qui passent à l'acte. Donc dans les personnes qui passent à l'acte, la toute grande majorité a subi elle-même, mais dans les personnes qui subissent, c'est une minorité qui passe à l'acte, bien heureusement. Donc il faut, comme je l'ai déjà évoqué à deux reprises, il faut soigner des deux côtés quand il y a des problèmes. Toute personne qui ressent des pulsions bizarres, une attirance sexuelle envers un enfant, ou une personne qui a du mal à gérer sa colère, une personne qui n'arrive pas à se maîtriser et qui se met à frapper quand elle subit des frustrations, eh bien cette personne, il faut absolument qu'elle s'adresse à un spécialiste. D'abord pour un diagnostic, peut-être, et très sincèrement, dans les personnes qui viennent consulter, il y a énormément de personnes qui sont rassurées parce que simplement, elles expliquent ce qu'elles vivent, elles discutent pendant quelques séances avec un spécialiste et puis pour finir, on se rend compte qu'on a très souvent affaire à des personnes qui ont peut-être des peurs de passer à l'acte ou des choses comme ça, mais qui sont des personnes qui finalement sont relativement saines. Et puis de temps en temps, on peut effectivement vraiment prendre en charge des personnes et les aider à construire justement cette capacité à résister à leur pulsion, ou bien de remettre un petit peu les choses en ordre au niveau des limites, etc. Et donc ce spécialiste pourra poser un diagnostic éventuel et proposer une prise en charge thérapeutique. Alors c'est vrai que prendre en charge certaines personnes, ça va s'avérer parfois délicat, parce que quand il y a effectivement une déviance qui est avérée, on est dans le domaine de l'indicible et c'est évidemment pas toujours facile, ni pour le thérapeute, ni pour la personne, d'aborder ces choses-là, parce que de se dire, tiens, moi, j'ai ce genre de pulsion, ou pour un thérapeute de pouvoir avoir de l'empathie pour une personne qui présente des choses comme ça, c'est pas toujours facile. Il y a des thérapeutes qui travaillent, il suffit de se renseigner un petit peu. Il y a quelques ASBL en Belgique qui travaillent sur ces questions-là. Il faut savoir que c'est possible. Il faut savoir aussi que énormément d'auteurs pratiquent ce qu'on appelle la distorsion cognitive. Je l'évoquais tout à l'heure un tout petit peu, je vais m'arrêter une minute là-dessus. C'est que
même pour l'auteur de violence, de maltraitance, d'abus, il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible, c'est-à-dire que la personne, une partie de son cerveau se rend compte qu'elle fait quelque chose de complètement inacceptable, et comme c'est inacceptable, comme c'est innommable, eh bien son cerveau, elle aussi, va pratiquer des opérations pour mettre ces choses-là à distance. Donc l'auteur va se trouver un tas d'excuses. Alors ça met très très en colère d'entendre quelqu'un qui a maltraité ou abusé un enfant tenir ce genre de propos. C'est un mécanisme qu'on sait difficilement éviter, et c'est vrai que dans la prise en charge, on va essayer effectivement de démonter ce mécanisme pour que les personnes puissent justement se construire un sens moral, puissent se construire, ou en tout cas connecter avec quelque chose qui est de l'ordre de la responsabilité, en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est très très compliqué à aborder. Alors, la responsabilité de l'auteur, elle est tout à fait avérée, sauf dans des cas de grande démence ou des choses comme ça, ou bien de grands handicaps mentaux, mais on peut expliquer, on peut trouver l'origine de certains comportements maltraitants ou déviants, surtout dans une situation où l'auteur a été victime, mais en tout cas, une toute grande majorité de personnes qui passent à l'acte sont tout à fait responsables de leurs actes. Hein. Ça c'est clair, il n'y a pas photo, et elles ont la responsabilité aussi de se faire soigner aussi difficile que ce soit. Et notre société a aussi la responsabilité de les prendre en charge, aussi difficile que ce soit. On doit se former, on doit regarder tout ça en face. Pour que ces choses-là s'arrêtent, il faut absolument arrêter ce cercle vicieux. Et pour arrêter ce cercle vicieux, il faut soigner, il faut prendre en charge, il faut guérir aussi les blessures de l'âme, c'est très important. Mettre les personnes potentiellement dangereuses hors d'état de nuire, ça c'est une responsabilité sociétale. Et toutes les personnes qu'il est possible de soigner, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, c'est qu'on ne sait pas soigner tout le monde. C'est sûr et certain qu'il y a des personnes qui ne sont pas soignables, et ces personnes, notre société a la responsabilité de les détecter, de les diagnostiquer, et puis de les mettre d'une façon ou d'une autre hors d'état de nuire pour que le cercle vicieux s'arrête. On doit prévenir aussi. Alors prévenir, c'est agir sur ce qui est à l'origine des comportements déviants et maltraitants, c'est-à-dire travailler sur la question des limites au niveau éducatif, au niveau des émotions, au niveau du cadre et au niveau du sentiment de sécurité. Si on agit sur ces plans-là, on va vraiment avoir une action préventive tout à fait efficace. Quelque chose qui est à souligner en gras, en très très gras, c'est que la prévention, c'est l'affaire des adultes et pas l'affaire des enfants. On a vu après toutes les affaires qui ont explosé il y a presque 20 ans maintenant, qu'on essayait de mettre les enfants en garde. C'est important de dire à des enfants qu'ils ne doivent pas s'approcher des adultes qu'ils ne connaissent pas, etc., etc. Mais la prévention, c'est d'abord l'affaire des adultes. On éduque nos enfants, on leur dit de faire attention en traversant la rue aussi, ça c'est indéniable, mais on met des passages pour piétons, on met des feux rouges, on met des personnes qui les aident à traverser à la sortie de l'école. Eh bien, on doit faire exactement la même chose pour la maltraitance, pour les abus, pour toutes ces choses-là. C'est l'affaire des adultes. C'est impossible d'expliquer tous les dangers à nos enfants. C'est nous qui devons construire un monde plus sûr pour nos enfants et pas l'inverse. Alors, aussi, une remarque par rapport à tout ça, c'est que un milieu stable, un milieu familial stable, c'est sûr que c'est quelque chose qui, a priori, favorise le sentiment de sécurité des enfants, mais un milieu stable n'est pas toujours et pas forcément un milieu qui est sain. Il y a des familles qui ont l'air stables de l'extérieur, dans lesquelles il se passe des choses tout à fait innommables, et il faut aussi le savoir. Alors, quand et comment faut-il réagir par rapport à toutes ces questions ? Dès qu'il y a une certitude de quelque chose d'anormal qui se passe pour un enfant, il faut réagir et protéger l'enfant en fonction de la place où on se trouve par rapport à lui. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident.
mais si une maltraitance, un abus est avéré, en fonction de la place qu'on aura à côté de l'enfant, il faut faire un signalement, et puis il faut mettre en route, il y a des machines qui existent, la machine, il y a le SAJ, le SPJ, il y a tous les services SOS enfants, etc., auxquels on peut s'adresser même avant tout signalement pour demander des conseils, pour demander comment agir, pour expliquer en quoi on a des suspicions, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous le devoir de faire, quelle que soit notre place à côté de l'enfant. Ça, c'est quand il y a une maltraitance ou un abus qui est avéré. Quand il y a une suspicion, quand on a peur qu'il y ait quelque chose qui se passe, quand on a l'impression que ça ne va pas, ce qu'il faut faire, c'est tout faire pour créer un filet de sécurité autour de l'enfant. Établir une relation de confiance avec l'enfant pour que, à un moment dans cette relation de confiance, l'enfant se sente suffisamment en sécurité et qu'il puisse exprimer ce qu'il vit qui lui semble bizarre. Parce que voilà, les enfants, comme j'expliquais tout à l'heure, peut-être qu'ils vivent des choses et qu'ils ne savent pas trop. Eh bien, quand on a l'impression qu'on a un enfant qui n'est pas trop bien dans sa peau, ce qu'il faut faire, selon évidemment aussi la place à laquelle on est par rapport à l'enfant, c'est simplement établir un lien de confiance avec l'enfant et lui donner des messages selon lesquels on est là pour l'écouter, que s'il a un problème, il peut toujours nous en parler, et puis prendre l'habitude de petites conversations un petit peu plus où on s'exprime sur nos émotions, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'un enfant, quand il sent qu'il peut y aller, alors il pourra peut-être déposer. Et puis, tous les services spécialisés que j'évoquais tout à l'heure. Une question qui revient souvent aussi quand on aborde ces questions-là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand un enfant vient vers nous parler de certaines choses qu'il vit ? D'abord, se dire que si un enfant vient nous parler, c'est qu'il nous fait confiance et que cet enfant pense qu'on pourra l'aider, que cet enfant pense qu'on pourra le protéger. Et à ce moment-là, quelle que soit la difficulté que ça provoque en nous, on est obligé d'assumer parce que cet enfant-là, il ne nous donne pas le choix, il nous choisit. Et là, c'est notre responsabilité d'adulte si c'est trop difficile pour nous de nous faire aider, c'est sûr. Ne pas porter ça seul, la plupart du temps, c'est indispensable de toute façon. Mais en tout cas, c'est de ne pas laisser tomber l'enfant et de l'assurer qu'on va faire ce qu'il faut pour essayer de lui donner des solutions à ce qu'il vit. Quelque chose de primordial, c'est d'essayer autant que faire se peut, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, c'est d'accueillir le récit de l'enfant, de rien remettre en cause. Éviter de demander à l'enfant « T'es sûr? T'es vraiment sûr ?» Parce que vous demandez ça à un enfant à qui un abuseur a dit « On ne te croira pas », il va démentir dans la seconde qui suit, il va dire « Ah mais non, sûrement j'ai rêvé ». Parce que justement, il y a tout ce qui se passe dans son psychisme quand il a vécu l'acte, il y a tout ce qui lui a peut-être été dit. Et donc, juste un petit mot parfois comme ça peut provoquer juste le retrait, le silence, et puis retarder à des années encore après le moment où l'enfant, ou peut-être adulte, la personne va finalement parler de ce qui lui est arrivé. Éviter aussi de dire « c'est pas possible » ou bien « jamais cette personne n'aurait pu faire ça ». Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Donner des réponses empathiques, c'est-à-dire des réponses où on montre à l'enfant qu'on comprend ce qu'il vit. Essayer de gérer nos émotions, c'est pas toujours facile, ça c'est clair. Être sincère aussi avec l'enfant. Distinguer l'acte subi de l'enfant et le rassurer. Alors je vous donne 2-3 petites phrases de type comme ça, c'est « Tu es vraiment courageux d'avoir osé me parler de tout ça ». Eh bien, c'est une façon de mettre à distance sa propre émotion et puis dire « Purée, waouh, c'est pas facile ce que tu es en train de me dire ». Ou bien « Ça n'a pas dû être facile de garder tout ça pour toi pendant tout ce temps-là ». Hein, un enfant qui vous dit « Ben oui, ça fait, je sais pas, 5 ans que je subis ce genre de choses ». Parfois, on peut être tenté de dire « Mais pourquoi tu n'as rien dit ?» Eh bien, plutôt que ça, c'est de dire « tu es vraiment courageux ». Et là, on positive aussi ce que l'enfant a pu faire, enfin tout ce qu'il a pu faire pour essayer de s'en sortir pendant tout ce temps-là. Ou bien
Ça me touche de savoir qu'une chose aussi difficile à vivre ait pu t'arriver. C'est aussi une façon de dire à l'enfant, waouh, c'est difficile, mais sans que l'enfant ait l'impression que ça nous horrifie ce qui lui arrive. Parce que ça aussi, hein, Boris Cyrulnik en parle dans toute son approche du traumatisme, c'est que ce deuxième temps du trauma, elle passe aussi par l'horreur qu'on suscite quand on raconte ce qui nous est arrivé aux autres. Alors, certains enfants aussi vont venir vers nous de façon tout à fait indirecte. Ils vont tenter parfois de montrer maladroitement que par certains comportements qui vont pas bien, ils vont lancer des appels au secours, des trucs comme ça. Et c'est vrai, quand on a un enfant qui a un comportement difficile, c'est toujours un enfant qui exprime un besoin qui n'est pas satisfait. Et donc ce besoin-là, c'est peut-être un besoin de s'exprimer sur une souffrance, c'est peut-être un besoin d'un regard sur quelque chose qu'il vit et qui le dépasse complètement. Alors comment est-ce qu'on se reconstruit psychologiquement quand on a vécu des traumatismes? Eh bien, tout à l'heure, quand je parlais de résilience, je mettais en lumière que finalement l'être humain est doté de capacités tout à fait étonnantes et peut se relever d'énormément de choses. Ça dépend, comme je l'ai expliqué, d'un tas de facteurs, de notre fond affectif, de tout ce qu'on a pu emmagasiner, de réserves qui nous ont donné confiance en nous. Et à partir de ce moment-là, l'être humain, il peut se relever d'énormément de choses. Alors c'est sûr que ça prend, la plupart du temps, ça prend beaucoup de temps et qu'il faut souvent de l'aide et une relation thérapeutique pour pouvoir se reconstruire psychologiquement après certains traumatismes. La reconnaissance du statut de victime est quelque chose qui est assez important aussi, même si c'est symbolique, parce que c'est vrai que parfois des faits qui se sont passés des années auparavant au niveau judiciaire, on ne sait plus vraiment faire grand-chose, même si toutes les nouvelles lois ont rallongé de façon très significative les délais. Il y a des personnes qui parlent hors délai, encore beaucoup. Mais d'avoir ce statut de victime, même de façon symbolique, ça aide aussi à avancer. C'est une étape importante, mais c'est une étape qu'on dépasse de toute façon à un moment pour guérir la blessure. Ça n'est jamais qu'une étape aussi dans le cheminement. Il est aussi tout à fait impératif que la victime soit respectée dans son rythme. C'est vrai que parfois l'entourage, par souci de bien faire ou par souci que ces choses horribles soient enfin mises derrière, sont parfois très pressantes avec les personnes qui ont vécu certains traumatismes. Et puis, ils ne laissent pas les personnes cheminer à leur rythme et puis ils veulent que ça aille très très vite comme ça, ben c'est bon, la famille est guérie, on n'en parle plus, alors que ça peut effectivement prendre des années. Il y a des étapes, il y a des personnes qui cheminent tout un moment, puis qui s'arrêtent tout un autre moment, puis qui reprennent leur cheminement tout un moment. Pendant ces moments où elles s'arrêtent pas, elles digèrent, enfin quand je dis elles font une pause en fait, elles sont en train juste de digérer. Elle récupère des forces parce que c'est pas facile de surmonter tout ce qu'il y a à surmonter. C'est pas facile de reconstruire, on le verra dans les témoignages. Et c'est vrai que on a une personnalité qui a complètement été chamboulée, déstructurée, des balises qui n'ont pas été construites. Et ce qu'ont à faire parfois les victimes de traumatisme, c'est de construire complètement ces balises. Et ça prend du temps. Et c'est vrai qu'entre-temps, on a des personnes qui peuvent avoir des comportements complètement déroutants et se comporter d'une façon très délurée, voire avoir des consommations de drogue ou des choses comme ça pendant certaines périodes. C'est parfois pour certains inévitable et c'est vrai que c'est très important dans ces cas-là, même si on préfère se mettre en retrait, mais en tout cas de ne pas dire bon ben ça y est, mais tu guériras jamais, des choses comme ça. C'est vraiment de laisser les gens cheminer, dire le jour où tu auras passé ta crise, je serai toujours là. Et puis, entre-temps, moi, tant que tu es comme ça, je ne peux peut-être pas te fréquenter, mais en tout cas, quand tu auras dépassé ça, eh bien, on reprendra nos relations. Et je comprends, en tout cas, que tu ne puisses pas faire autrement. Voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'empathie et du non-jugement. Alors, il y a aussi quelque chose qui nous perturbe souvent, c'est que malgré la gravité de certaines maltraitances, beaucoup d'enfants vont retourner vers leurs parents en dépit des mesures de protection qui auront été prises. Alors ici, c'est la force du lien qui va prévaloir sur les préjudices subis. Le lien qui unit un enfant à son parent, c'est un lien qui est extrêmement fort, qui est de l'ordre de la survie. Et c'est inscrit en profondeur dans notre psychisme à tous, et c'est vraiment
un travail de longue haleine et un travail vraiment de fourmi au niveau psychothérapeutique d'arriver à aider une personne à prendre distance par rapport à ses parents. On a aussi énormément de parents qui sont des parents qui sont maltraitants, négligents ou abusifs, et qui sont aussi les seules personnes qui se sont intéressées à l'enfant paradoxalement. Et donc c'est en même temps la personne qui lui a donné le pire et le meilleur. Et donc c'est vrai que cheminer avec ça psychologiquement, ça va prendre parfois beaucoup de temps pour faire la part des choses entre ce que le parent a fait, ce qu'il est, ce qu'il a apporté de bien et ce qu'il a apporté de tout à fait, terrible. Voilà, donc on est aussi, quand on est dans un cas comme ça, on est dans ce qu'on appelle un paradoxe. Et c'est vrai que pour sortir de ce paradoxe, ça prend du temps et ça déroute l'entourage. Quand on ne sait pas, on est complètement dérouté par ça. Quand on sait, eh bien, on essaye malgré tout de faire avec. Et si j'avais peut-être un petit conseil à donner, c'est que quand on est les proches de certaines victimes de maltraitance, d'abus, c'est peut-être aussi de temps en temps s'adresser soi-même à un professionnel de la relation d'aide pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer soi-même de se dire, ben moi, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre pour moi, et peut-être que j'ai besoin d'un petit coup de pouce, pas forcément de faire 2 ans de psychothérapie, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour essayer de comprendre tout ce qui arrive, tout ce que ça me fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Que nous, en tant que professionnels, eh bien, on a des ressources qu'on entretient régulièrement, même si on n'est jamais complètement indifférent, ça c'est sûr et certain, mais que monsieur, madame, tout le monde, on n'a pas forcément tout ça. Voilà. On arrive tout doucement au bout de cette deuxième partie d'exposé. Et puis, je vais faire une petite conclusion qui me semble important de placer maintenant. C'est que la maltraitance qui est faite aux enfants, c'est quelque chose qui reste du domaine de l'indicible. C'est sûr, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'horreur. À ce titre, ce sera toujours délicat de parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on doit d'abord surmonter notre propre effroi. Même s'il s'agit de notre propre enfant, c'est vrai que quand on vient nous dire des choses qu'on ne peut même pas imaginer, eh bien, nous-mêmes, on subit parfois un traumatisme et que ce n'est pas forcément évident. C'est pas évident, surtout si l'auteur est notre conjoint, si l'auteur est notre frère, si l'auteur est un membre de la famille élargie. Ça va vraiment agir comme un séisme et ça va être quelque chose de très difficile à vivre. Beaucoup d'adultes en souffrance aujourd'hui sont des anciens enfants négligés, maltraités ou abusés. Dans nos consultations, c'est énorme. C'est énorme forcément puisque les gens qui viennent nous voir sont des gens en souffrance. Donc c'est pas représentatif de ce qui se passe dans la société au sens large, mais en tout cas, on a beaucoup derrière les souffrances de ce genre de choses. Une famille où se produisent des abus sexuels, cette famille-là, elle explose le jour où l'adulte franchit la limite, pas le jour où l'adulte est dénoncé. Et ça, j'invite tout le monde à le méditer. On va en parler dans la dernière partie, parce que c'est vraiment quelque chose qui freine parfois certaines personnes, à savoir que ce n'est pas la révélation qui fait exploser la famille. La famille, elle implose, et la révélation, elle met juste les choses au grand jour, même si ça a des conséquences, mais jusque-là, la famille, en fait, en réalité, elle est déjà quelque part détruite de l'intérieur. Cette conférence c'est une démarche qu'il fallait faire, qui était vraiment très importante à faire, parce que je pense qu'on la doit, en tout cas moi je la dois à tous les enfants, je pense que nous tous on la doit aussi à tous les enfants, à tous les anciens enfants que moi j'ai essayé d'aider au mieux, et que mes collègues aussi ont essayé d'aider au mieux, peut-être certains d'entre vous aussi, à tous ceux que nous continuons d'accompagner, en particulier une petite fille qui est devenue aujourd'hui une merveilleuse jeune femme, elle se reconnaîtra si elle me réécoute. Et puis de vous dire aussi en guise de conclusion de cette première partie que chaque fois que Dieu me permet d'aider un ancien enfant abusé, maltraité, à vivre une vie plus normale, à soulager ses blessures, eh bien c'est aussi une petite victoire sur ces terribles fléaux. Et ça, je voudrais aussi remercier Dieu pour tout ça. Nous devons, comme je le disais tout à l'heure, un monde meilleur à nos enfants, à tous les enfants et à ceux qui ont été maltraités en particulier. C'est ici,
près de nous, dans nos foyers. Nous devons y travailler. Il y a 2 jours, je recevais encore une dame en consultation, tout à fait par hasard pour une première consultation, qui me disait « Madame, il faut faire quelque chose pour tout ça. S'il vous plaît, parlez de tout ça. » Eh bien voilà, je le fais, je continue. Nous devons travailler à tout ça, tous à notre niveau, selon nos compétences. Si nous voulons que ce monde-ci devienne meilleur, nous devons tous devenir des adultes responsables. Nous devons arrêter d'avoir peur, enfin en tout cas de laisser la peur nous empêcher d'agir plutôt, parce qu'avoir peur, on ne peut pas s'en empêcher. Et nous devons agir pour assumer les faces les plus sombres de notre nature humaine, sans nous voiler la face, aussi difficile que ce soit, parce que c'est difficile, ça je ne le nierai jamais. C'est difficile certes, mais c'est possible. Alors je demande que Dieu nous y aide, et il est le plus savant. Je vais vous lire 2 témoignages. Ces témoignages, ils ont une histoire, dans la mesure où la première fois que cette conférence a été donnée en public, ces 2 personnes sont venues spontanément vers moi et ont demandé de façon très insistante à ce que leur témoignage puisse être entendu. Pour différentes raisons, je vais vous lire leur témoignage, parce que l'une veut rester anonyme et que l'autre n'a pas pu se libérer pour cet enregistrement. En tout cas, sachez que c'est vraiment une démarche spontanée de ces personnes et je les en remercie infiniment parce que c'est pas facile de partager des histoires aussi terribles avec tout le monde. Le premier témoignage donc est un témoignage qui n'est pas anonyme, c'est souhaité par la personne qui m'a demandé spécifiquement de donner son nom. Donc il s'agit de Mernia Mehadji, que je remercie encore une fois de ce partage qu'elle fait avec nous. Voilà ce que Mernia nous écrit. Je suis parmi vous pour vous raconter mon histoire, ma vie et mon parcours. Une personne de sexe féminin et 2 hommes de ma famille ont pris mon corps et mon esprit pour un jouet sexuel. Ça a duré plus ou moins 8 ans, une éternité et des années de manipulation. Ces gens-là, sont des monsieur et madame tout le monde et passent la plupart du temps inaperçus. On m'a fait croire que c'était normal de jouer avec mon corps et malgré ça, ça ne les a pas empêchés de faire leurs 5 prières et même d'aller à la Mecque. J'en voulais à Dieu, je ne comprenais pas le pourquoi du comment, et c'est au fil des années que j'ai compris que Dieu n'avait absolument rien à voir là-dedans. À mes yeux, ces gens-là n'ont rien de musulman. L'islam est amour, douceur, respect et condamne fermement les maltraitances. La dernière fois que la personne féminine a abusé de moi, elle était mariée et ça s'est déroulé dans son lit conjugal. Ce fut la dernière fois, Dieu merci. Je ne les ai plus revus car j'ai été placée dans un home et j'ai continué ma petite vie d'adolescente de 14 ans. Je ne leur pardonnerai jamais d'avoir volé, sali et détruit mon enfance, tout comme toutes les personnes qui étaient au courant et qui n'ont rien dit ni rien fait pour protéger la petite fille que j'étais. Ils sont tous aussi coupables. Ayant grandi avec des abus répétitifs, je pensais que c'était normal. Vers l'âge de 17 ans, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai eu un choc lorsque j'ai compris que ce qu'on m'a fait subir est très grave et n'a rien de normal. J'en ai parlé avec ma sœur et autour de moi, mais je n'étais pas prête à laisser remonter tous ces souvenirs qui sont devenus des traumatismes, ça a pris des années. Ce serait une erreur de croire que les traumatismes se sont arrêtés en même temps que les abus. Les gros flashs ont débuté quand j'avais des rapports. J'étais prise par des grosses crises d'angoisse violentes et des spasmes musculaires. C'était difficile, je revivais ces schémas tout le temps. J'allais très mal, je me sentais détruite, sale, suicidaire et honteuse. J'ai perdu des années de ma vie. Puis, Dieu m'envoya un cadeau magique, mon fils. Il a changé ma vie, ce fut une renaissance. Ayant subi ces abus, c'était compliqué d'avoir à mon tour un enfant. J'ai toujours peur qu'on lui fasse du mal. Même le laver, le changer, ce fut très difficile au début, car j'avais peur de lui manquer de respect. Je voulais respecter et protéger son corps. Nous avons une relation très fusionnelle, je le surprotège. Même pour les choses dites simples, j'ai dû me faire violence pour le bien de mes enfants. Les gens ne se rendent pas toujours compte du combat journalier que je m'efforce de faire, tel que les déposer à l'école, au stage ou de les laisser simplement chez des proches. Je suis tellement fatiguée de me battre contre moi-même et contre ce qu'on m'a fait. Je n'ai que 29 ans et parfois j'ai l'impression d'en avoir 70. J'ai eu la chance d'être mise en contact avec une psy de SOS Enfants. Elle animait des groupes de parole pour adultes ayant subi des sévices sexuels dans l'enfance. Ce fut libérateur,
le fait de partager mes horreurs avec des hommes et des femmes ayant subi des choses similaires. C'était très éprouvant, mais ça m'a fait avancer, et quand je me suis sentie prête, j'ai porté plainte. Tout d'abord pour me sentir victime, et puis pour en protéger d'autres par la même occasion. Une première grande étape. Ce n'est pas facile d'être face à vous et de vous faire part de mon vécu, mais c'était important pour moi de le faire. Je ne peux plus me taire, et je vous demanderai, mesdames, messieurs, de ne pas vous taire non plus si vous êtes victime ou si vous connaissez des gens ou des enfants dans cette situation. Se taire est un crime, et parler pourra peut-être vous sauver ou sauver un enfant. Je ne suis pas ici dans le but de faire pitié, j'espère juste pouvoir aider à mon tour. Je n'ai pas eu un début de vie facile, mais grâce à Dieu et à bon nombre de personnes qui m'ont soutenu, je me relève petit à petit. Je remercie le Tamaris, SOS Enfants, les 3 pommiers et leur super équipe, Jessica, ma meilleure amie, Dominique et d'autres encore. Que Dieu vous protège, Amin. Ça, c'était donc le témoignage de Mernia. Je vais vous lire maintenant l'autre témoignage d'une personne qui a souhaité rester anonyme. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, vous allez comprendre ce que ça veut dire pour elle surtout. Je vous avoue qu'il m'est assez difficile de témoigner. Pendant une longue période, j'en parlais assez facilement, mais plus j'apprends à me connaître, plus je réalise vraiment ce qui m'est arrivé, et plus j'ai du mal à en parler. Mais ne vous méprenez pas, c'est juste par pudeur. La pudeur est une notion qui m'était inconnue jusqu'à ce que j'entreprenne ce voyage à l'intérieur de moi. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur les faits, mais plus sur leurs répercussions. Pour mon cas, il s'agit d'un inceste. Mon oncle côté maternel vivait chez nous. On l'hébergeait par solidarité fraternelle parce que c'était un sans-papier venu travailler ici pour nourrir une famille laissée derrière lui, le brave homme. Dit-elle entre parenthèses. Il a commencé par des attouchements, mes souvenirs sont flous et je vous avoue que j'ai peur de me rappeler, de replonger dans les ténèbres. J'ai certains flashs, mais bizarrement je n'ai pas oublié la peur que je ressentais à ces moments-là, ni son immonde odeur. Les viols ont commencé vers mes 11-12 ans, c'était des sodomies. Ça s'est arrêté vers mes 17 ans. S'en sont suivies des années de déchéance, une descente aux enfers. Je suis issue d'une famille conservatrice attachée à des valeurs islamiques et paradoxalement, le jour où j'ai enfin pu dire ce qui m'était arrivé, toutes leurs valeurs islamiques ont disparu pour faire place à une lâcheté et au silence. On aurait clairement préféré que je me taise. Pour ma famille et particulièrement mes parents, il est trop tard et si j'ai pu me taire jusqu'ici aujourd'hui, pourquoi ne pas continuer? Parce que je me meurs, papa, maman. Ma voix n'a pas été entendue, ma souffrance n'a pas été reconnue, mais j'ai quand même porté plainte malgré la pression familiale et aujourd'hui, je peux dire que cette démarche m'a été salutaire. Avec le temps et le recul, je me dis que mes proches l'acceptent ou pas, c'est leur problème du moment que moi, j'ai pu sortir cette immonde bête qui me dévorait de l'intérieur. Mes parents ainsi que d'autres proches ont pris son parti. Pire, ils l'ont soutenu, lui. Ils ont donc continué à le côtoyer et sur le banc des accusés, ils étaient à ses côtés à lui. Pour moi, c'était bien pire que ce qu'il m'avait fait subir. Là a commencé mon 2e viol. Et pourtant, j'arrive encore à être indulgente avec eux, à me dire qu'ils finiront bien par voir ma douleur et m'aimer comme ils le devraient. J'essaye de me reconstruire, de me faire mes propres repères, d'acquérir mes propres valeurs, m'éduquer et éduquer mes enfants simultanément. Pas facile, j'avoue, mais je puise dans mes forces, je suis une battante. Paradoxalement, mes faiblesses sont ma force. D'avoir subi, ça m'a rendue tellement empathique, sensible, généreuse, mais tellement, oh, tellement fragile. Dans notre communauté, on est une double victime. Victime d'un bourreau et victime de la lâcheté familiale qui estime que la honte et la dénonciation est pire que l'abus lui-même. Ils préfèrent décharger la honte de leur négligence sur la victime. C'est des réactions tellement loin des valeurs islamiques, les doutes, les suspicions, les regards fuyants. On remet la parole de la victime en doute et le bourreau, il suffit qu'il aille faire quelques prières à la mosquée pour une respectabilité de piété, pour qu'il soit absous de tous ses crimes.
Je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples de ces actes charitables, comme la fois où il invite l'imam de la mosquée pour partager un bon couscous, alors que l'imam sait pertinemment bien de quoi il est accusé. Mais un couscous, ça ne se refuse pas. Personne ne s'est étouffé. Et après s'être rempli la panse des doigts pour le pervers, mais oui, soyons fous. Tant que ça ne se sait pas, c'est toléré. On m'a fait revêtir le rôle de bourreau et lui, celui de victime. Aujourd'hui encore, je subis les conséquences de ces viols, manque de confiance, des phases de dépression, des phases de mal-être profond, des phases de chaos. Tous les jours est un combat avec pleurs, rires, joie et peine. Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis pas responsable, que ce qu'il m'a fait subir n'était pas de ma faute, et bidnillah, je vais m'en sortir, et lui reprendra sa place de bourreau, et moi, celle de victime. Aujourd'hui, je remets à chacun sa responsabilité, et moi, ma responsabilité, c'est de prendre soin de moi. Ne m'oubliez pas dans vos doigts, fi amanillah. Voilà. Elle rajoute un PS, j'ai oublié de parler de quelque chose qui me semble très important. Pour sortir de mon mal-être, j'ai été bien entourée d'amis sincères et dévoués qui m'ont écouté, aiguillé et surtout aimé et respecté comme on le devrait. Allah yajzihum. Dans cette dernière partie, je vais répondre à quelques questions et puis aborder un petit peu le sujet sur un plan plus spirituel, en partageant notamment avec vous des réflexions qui avaient été faites à l'époque par Jacob Mahi quand on avait fait la première fois cette conférence. Alors d'abord, une question qui revient très souvent, c'est quelles sont les conséquences de l'abus sexuel qu'on a subi dans l'enfance, dans la vie et plus particulièrement dans la vie de couple? C'est évidemment une question qui revient souvent et c'est très difficile de répondre de façon universelle puisque chaque cas est unique. Je l'ai expliqué de façon assez détaillée dans la conférence, la question de chaque profil. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, dans la vie, les personnes qui ont vécu ce genre de traumatisme vont avoir des difficultés relationnelles. Alors des difficultés relationnelles au sens large, dans tous les liens, en fait tous les liens sont perturbés, ou risquent en tout cas d'être perturbés. Ce sont des personnes qui sont parfois fuyantes, des personnes qui vont avoir des difficultés à faire confiance sur un long terme. Alors quand ça c'est par rapport aux relations au sens large. Et puis quand on est plus sur la question de la vie de couple, ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés relationnelles, qui risquent en tout cas d'en avoir dans leur couple. C'est-à-dire que voilà, toujours la question de la confiance, et puis la question des relations sexuelles aussi dans le couple risque d'être perturbée, en tout cas tant qu'il n'y a pas un travail qui est fait pour dépasser les choses. Et comme on l'a très bien vu dans un des témoignages, les relations aux enfants aussi peuvent être perturbées parce que on a parfois très souvent des mamans qui vont avoir très très peur de confier leurs enfants, qui vont les surprotéger et qui vont tout le temps craindre que leur enfant finalement vive la même chose qu'elle. Autre conséquence, c'est au niveau de la confiance en soi, c'est évidemment très compliqué quand on a été... en fait, ce qui se passe quand on subit de la violence, et de la violence déjà ça se produit, mais encore plus fort quand on subit de l'abus sexuel, c'est que notre propre corps ne nous appartient plus et est utilisé par l'autre. Donc c'est comme si notre volonté était complètement anéantie. Et donc, c'est très compliqué par la suite de pouvoir avoir confiance en soi dans ce qu'on ressent, par exemple. On a tout le temps des doutes en se disant, est-ce que c'est juste? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Est-ce que je suis d'accord? Pas d'accord? Et donc, au niveau de la confiance en soi, c'est difficile. Et forcément, ça perturbe les relations, comme je le disais. Et puis, il y a une perturbation aussi, parfois... pas toujours, ça dépend vraiment d'un cas à l'autre, mais le sens moral aussi peut être perturbé. On a parfois des personnes qui ont des moments où elles n'ont pas accès à, je vais dire, un ordre moral qui est bien aligné, on va dire, et qui peuvent parfois faire des choses qui paraissent complètement
complètement décalé par rapport à la norme des gens. Voilà ce qu'on peut dire sur les conséquences de l'abus. Se dire aussi que ça n'arrive jamais, jamais sur une page blanche, toujours se rappeler de ça. Ça arrive dans un contexte familial donné, ça arrive avec les cartes qu'on a au départ, ça arrive avec toute l'expérience de vie qu'on a déjà accumulée, même quand on a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc. Et donc tout ça va aussi avoir un impact sur les conséquences qu'aura ce type de trauma dans notre vie. Ça, c'était pour la première question. Alors, une autre question, qui est une question qui revient aussi souvent et à laquelle il est important de répondre avec énormément de nuances, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans notre communauté. C'est: est-ce qu'il faut parler de ce type de trauma à son futur conjoint? Donc, est-ce qu'une femme ou un homme qui aurait subi des abus sexuels doit en parler à son futur conjoint? Eh bien, à cette question, il n'y a pas non plus de réponse unique. Ça, c'est la première chose que j'ai envie qu'on retienne de ma réponse. On doit toujours étudier les choses au cas par cas. Prendre le temps de réfléchir aussi, c'est indispensable. On ne fait pas de réponse expéditive à ce genre de situation, à ce genre de problème. On se pose, au besoin avec un professionnel, au minimum avec une autre personne en qui on a confiance, avec quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et qui va pouvoir, avec nous aider à peser le pour et le contre. Alors, parfois c'est souhaitable de pouvoir en parler au futur conjoint. Quand c'est souhaitable, c'est surtout si l'impact du traumatisme est tel qu'il y a de fortes chances qu'il perturbe la vie relationnelle du couple, et particulièrement la vie intime du couple, ça peut être souhaitable parce que si on ne le dit pas, on risque de se retrouver avec un couple qui est en grande difficulté relationnelle et où celui des deux qui n'a pas été touché ne comprend pas les réactions de l'autre. Et c'est vrai que dans certaines thérapies de couple, eh bien ce sont des choses qui sont évoquées et où finalement, quand le conjoint peut avoir une information sur ce qui s'est passé pour l'autre conjoint qui a certaines difficultés, eh bien ça démystifie un peu les choses. Cette personne peut se dire « Ok, c'est pas ma faute si l'autre est malheureux, c'est pas ma faute si j'arrive pas à le rendre heureux ou à la rendre heureuse. » Et donc, on peut faire quelque chose, ça c'est aussi, il faut se dire que ça se soigne quand même. Les conséquences des traumatismes. Voilà, ça c'est pour le côté positif. Et là où il faut vraiment avoir de la nuance, c'est que parfois, dans certains cas, de le dire à son futur conjoint, ça peut aussi stigmatiser la personne. C'est-à-dire qu'on va tout ramener, on risque de tout ramener à ça. C'est que dès qu'il y a un problème, on va dire oui mais c'est normal, il a été abusé, il est traumatisé, et donc finalement on ne va pas s'occuper des autres problèmes, et l'autre conjoint risque de ne pas se remettre en question parce qu'il va se dire mais non, puisque l'autre il a un problème, finalement tout vient de là. Donc, c'est quelque chose qui est à discuter d'abord avant qu'il y ait une vie conjugale qui commence, et puis une décision est prise, et puis au cours de la vie conjugale, on peut aussi changer d'avis à un moment, et en fonction de la personnalité, de ce qui se passe, de la personnalité de chacun des conjoints, à un moment se dire qu'il serait souhaitable peut-être que les choses soient dites pour permettre au couple d'avancer. Voilà pour ces premières questions. Je vais maintenant partager avec vous des réflexions, quelques réflexions. D'abord, 2 points qui avaient été évoqués par M. Jacob Mahi, qui est théologien, quand on avait fait cette conférence en février 2014, et j'ai choisi de vous relire 2 points qu'il avait partagés avec nous. Le premier point parle de la responsabilité parentale en islam. Voilà ce qu'il dit à ce propos. Le rôle du parent n'est pas de choisir un mode de vie à la carte pour son enfant. Cela affaiblit le cadre porteur qui n'est plus alors structurant. Ne pas assumer son rôle de parent est faillir à la notion de devoir, de responsabilité amana. Aujourd'hui, nous sommes touchés par le symptôme d'une société fragilisée, comme le dit Tony Anatrella,
en intitulant son ouvrage « Non à la société dépressive ». Maître Sadek Sharef, décédé en 1993, sainteté sur son âme, disait « Tout droit a en contrepartie un devoir. Donc, accomplis ton devoir avant même de revendiquer ton droit. » Ainsi, la logique temporelle veut que la responsabilité parentale soit remplie envers l'enfant et seulement par la suite nous pouvons exiger les devoirs de l'enfant envers le parent. Exiger un droit quand la négligence marque mon irresponsabilité face à mon enfant qui est maltraité, qui a été abusé et qui est déconsidéré dans son être, est un abus d'autorité parentale que l'islam condamne, car le parent n'assume pas ses obligations. Relativiser sur la base d'une dimension subjective la souffrance psychique de mon enfant laisse la porte ouverte aux abus et aux excès. L'homme est un être éthico-social, capable de penser et de ressentir et non pas un animal avide de désir uniquement. Si le désir n'offre pas la joie de vivre car blessé par un vécu, le plaisir se fait absent, le bonheur n'existant plus, c'est l'avidité du néant, la fuite vers l'irréel et le désespoir qui prend le dessus. Ça, c'était la première réflexion de M. Mahi, que je remercie au passage pour sa contribution à ce travail de réflexion. Et voici la deuxième. La deuxième concerne la responsabilité collective. Quand un scandale éclate, souvent, nous avons tendance à taire la chose par peur de honte. La responsabilité des enseignants, des frères et sœurs, de la société civile est de protéger l'enfant maltraité ou qui aurait été abusé et de lui permettre de parler et de voir un psychologue qui est bien sûr soumis au secret professionnel. Tel est censé être un imam en principe. Lorsque l'enfant est en danger et qu'il y a une réelle atteinte à son intégrité morale, psychique ou physique, donc à sa dignité, il est indispensable de veiller à ce que prime l'intérêt de celui-ci avant même l'honneur familial. Et là, le secret doit être levé. Défendre le plus faible et l'aider à se reconstruire est primordial en islam. Cela prime sur le secret que l'on est censé garder ou l'image d'un adulte qu'il faudrait préserver. Là est la réelle prévention. Nous avons tendance à taire les choses par fausse pudeur ou par peur du qu'en dira-t-on ou par souci de préserver l'honneur familial. Pourtant, quand les difficultés persistent depuis longtemps, nous avons tendance à penser qu'avec le temps cela va se résoudre ou que la rigueur spirituelle, par une expression rituelle de ruqya, accomplie souvent par une méthode archaïque et charlatanesque, ou par les soins d'une personne populiste et démagogique, cela permettra d'accepter la souffrance et de voir que tout va s'estomper. Il est très difficile de traiter quelque chose d'enfoui profondément dans l'inconscient, alors qu'une thérapie est beaucoup plus efficace quand les troubles sont récents. Parler d'une blessure avec son enfant permet d'appréhender les choses et d'accepter avec évidence que toute épreuve qui advient a un sens et une raison, car Dieu l'exalté dit dans le Coran « Celui qui créa la mort et la vie afin de vous éprouver, lequel d'entre vous agit par de bonnes œuvres » dans la sourate 72 Al-Mulk. C'est le verset numéro 2. Cet état d'esprit édifiant permet de cerner la psyché humaine. Le sens même de la responsabilité est d'avoir la capacité d'approcher le contour général du problème par un élan éthique et spirituel et de s'orienter avec fidélité vers ses objectifs ultimes de la charia, voie islamique. Les sources scripturaires font référence à l'humain, sans cesse, qui doit être préservé dans sa dignité, son être, sa raison, son avoir et sa foi. La protection de la vie et de la dignité humaine est prioritaire, sur base de la notion du bien-être et de l'utile al-maslaha. La géographie des responsabilités spécifiques et des droits humains est encadrée par les diverses entités, al-Kuliyat, qui réalisent la plénitude de l'homme, pas au détriment de la dignité d'autrui, mais à la condition de s'imposer des limites pour la sauvegarde de l'intégrité psychosomatique du prochain. Il s'agit d'aider tant la victime que l'agresseur à se soigner sans le juger, Inch'Allah.
Voilà pour les réflexions que M. Mahi, que je remercie encore une fois, avait partagées avec nous à l'époque pour enrichir le débat que l'on avait entamé. Je poursuis avec encore quelques réflexions, quelques rappels aussi qui font des liens justement avec notre spiritualité musulmane. Tout d'abord, de rappeler qu'en islam, on peut parler de tout, qu'il n'y a pas de sujet tabou, que tous les problèmes de la Oumma doivent être abordés avec courage et clairvoyance. Une autre réflexion qui fait un peu des liens entre justement le côté spirituel peut-être et les intervenants de terrain au niveau psychologique, c'est que nous, les travailleurs sociaux et toute la sphère psy, on va dire, nous avons l'obligation légale de protéger un enfant qui est détecté en danger. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de garder ça pour nous. Si nous constatons qu'un enfant subit des sévices graves qui peuvent avoir des conséquences, qui peuvent mettre sa vie en danger ou son intégrité physique et psychique en danger, nous avons ce devoir en fait de faire quelque chose, de dénoncer la chose, de le signaler aux services qui peuvent intervenir. Alors malgré ce que j'entends trop souvent malheureusement dans le monde religieux et forcément en faisant en lien avec ce que M. Mahi nous dit, je n'ose pas croire que l'islam serait finalement quelque part moins exigeant que ce qu'on exige des travailleurs sociaux. Ça, c'est pas possible. Il le rappelle aussi que nos enfants sont une amana qui nous est confiée et cette amana qui nous est confiée, elle nous est confiée pour contribuer à l'humanité de demain. Alors, quelle humanité est-ce que nous préparons? Quelle Oumma, quelle communauté de croyants préparons-nous si nous ne nous préoccupons pas de ces problèmes-là, si nous ne les abordons pas avec courage? Nous invoquons aussi, ça je l'entends très souvent, qu'il ne faut pas dévoiler nos fautes et qu'il ne faut pas dévoiler la faute de notre frère. C'est une prescription islamique, mais les types de fautes qui sont visés par ces hadiths, ce ne sont certainement pas des fautes qui détruisent le psychisme et le corps d'un enfant à jamais. Ce n'est pas ce genre de fautes que les hadiths visent. Ça, c'est vraiment une précision qu'il me paraît fondamentale d'avoir. Et puis, je terminerai aussi, par cette réflexion qui est en lien avec tout ce travail de dialogue psychospirituel auquel j'œuvre actuellement, c'est que nos intervenants religieux ont la responsabilité de se former. C'est indispensable et de travailler en partenariat avec les spécialistes de la prise en charge des traumas. Si les gens ne se forment pas, ils ne vont pas y arriver. Et je vais expliquer pourquoi en répondant à une toute dernière question. Alors, cette question, c'est une question qui n'est pas souvent posée de façon très claire par les gens, mais qui est posée de façon un peu en filigrane derrière tout ce qu'on évoque quand on évoque la question de la maltraitance et particulièrement de l'abus sexuel. C'est de savoir pourquoi, pour des gens ordinaires, tous ces sujets sont si difficiles à aborder. Alors quand j'entends gens ordinaires, ce sont des gens qui n'ont pas reçu de formation spécifique pour aborder toutes ces questions. Alors pour répondre à ce questionnement, je vais utiliser une métaphore qui va peut-être permettre de comprendre un petit peu de quoi il retourne. C'est que ce n'est pas un problème de confiance, ce n'est pas un problème de compétence même quelque part, c'est un problème qui est beaucoup plus complexe que ça. Si vous allez voir, si vous interrogez des chirurgiens, chirurgien est un métier très particulier parce que ce sont des gens qui à des moments travaillent sur la chair humaine et ont accès à des choses que jamais personne ne voit, ne regarde. Et ces choses que jamais personne ne voit, ne regarde, ce sont des choses qui font un petit peu horreur aux gens. Si on le voit parfois dans des films d'horreur, plein d'hémoglobine ou des choses comme ça, mais a priori, si vous prenez un scalpel et que vous ouvrez la cuisse de quelqu'un, que ce soit même pour lui sauver la vie,
il vous faudra absolument avoir pu maîtriser certaines réactions émotionnelles, avoir pu acquérir certaines compétences pour savoir où couper, pour ne pas faire plus de dégâts, pour savoir que faire, pour savoir quelles précautions prendre, pour vous préserver. Hein. Donc dans la chirurgie, on a tout ça. Même un chirurgien peut-être va aborder des plaies en putréfaction ou des choses comme ça, avec vraiment tout le matériel et toute la connaissance nécessaire pour pouvoir réellement aider la personne, pour pouvoir poser le meilleur geste, le plus précis, le plus adéquat par rapport à ce qu'il voit. Et pourtant, dans l'absolu, ce qu'il fait est horrible, puisqu'il va couper quelqu'un, il va aller voir des choses qui, entre guillemets, provoquent parfois l'horreur ou des sentiments de dégoût chez l'autre. Et quand vous interrogez un chirurgien, il va vous dire « moi j'ai fait un travail sur moi, j'ai pris l'habitude, je ne m'en fiche pas de ce que je fais, je ne m'en fiche pas de ce que je vois, mais j'ai pris l'habitude, j'ai acquis des connaissances et j'ai acquis un certain self-control qui me permet de poser ces gestes précis, adéquats et de ne pas me laisser dépasser par tout ce que ça suggère chez moi. » Eh bien, ce qui se passe au niveau des intervenants qui se forment pour pouvoir intervenir et accueillir ce genre de récit, et c'est pour ça qu'il est tellement important qu'on puisse passer la main à des professionnels, qu'on puisse apprendre à juste faire des réponses adéquates, comme je l'évoquais dans la deuxième partie de mon exposé, mais qu'on puisse effectivement ne pas jouer à l'apprenti chirurgien non plus avec des choses qui peuvent avoir des conséquences très graves pour les personnes. Et donc, il est difficile pour des personnes ordinaires d'aborder ces sujets-là parce que, quelque part, elles n'ont pas acquis ces compétences, elles n'ont pas travaillé sur elles pour non plus pouvoir avoir une certaine maîtrise de leurs réactions émotionnelles, pour en avoir juste assez pour pouvoir aider les gens et rester humain, mais pour pouvoir les canaliser de façon à ne pas être débordés par leurs propres émotions, etc. Et aussi de savoir que tout comme les chirurgiens font des réunions médicales quand ils vont aborder des opérations très difficiles, eh bien les psys, les intervenants sociaux qui travaillent dans ce genre de situation très difficile, nous avons aussi nos soupapes de sécurité, nous avons aussi nos réunions où on peut faire des études de cas, où on peut venir déposer des choses difficiles justement pour ne pas, pour pouvoir rester compétent et pouvoir rester adéquat dans nos interventions. Et donc, pour toutes ces raisons, il est indispensable que les personnes qui sont susceptibles de recevoir un jour des confidences, peut-être pas des gens qui vont se mettre à travailler là-dedans, mais des gens qui sont susceptibles de recevoir un jour des confidences. Je pense à des travailleurs sociaux qui travaillent peut-être avec un public un peu plus tout venant. Je pense à des gens qui sont dans l'enseignement. Je pense à des conseillers spirituels, à tous les gens du monde religieux et peut-être des gens du monde associatif. Eh bien, je pense que c'est important de recevoir un minimum de formation, peut-être, de recevoir de façon ponctuelle, mais assez régulière, peut-être, je sais pas, tous les 2-3 ans, de se dire tiens, on va refaire peut-être une journée, se remettre un petit peu en tête, faire quelques petits jeux de rôle pour savoir répondre à une personne de façon empathique, etc., etc., ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, si on veut rester efficace, il faut absolument qu'on passe par là. Donc j'espère qu'avec ça, vous allez comprendre un tout petit peu mieux pourquoi c'est si difficile d'en parler. Voilà, tout simplement parce qu'on ouvre le champ à des choses qui ne sont habituellement pas regardables, à des choses qui ne sont habituellement pas vues, à des choses finalement qui ne devraient pas exister même dans le cas des abus sexuels. Je vais terminer donc cette intervention sur tout cela et puis je vais peut-être faire une petite invocation, c'est de demander que Dieu nous aide tous et toutes à être le plus adéquat possible, à pouvoir vraiment aider tous ces enfants qui nous croisent, tous ces enfants qui croisent notre route et à devenir des adultes qui prenons nos responsabilités, même quand les choses sont difficiles, à devenir des adultes qui sont capables de travailler ensemble, quelles que soient
quelle que soit notre orientation, quelle que soit la place à laquelle on est à côté de ces enfants, que ces enfants soient les nôtres, des enfants qui nous sont confiés dans le cadre de notre travail, dans le cadre de notre travail d'enseignant, dans le cadre de notre travail associatif, et qui nous donnent aussi le courage. Quand on voit des choses qui ne sont pas normales, qui nous donnent le courage de monter au front parfois. C'est pas facile, je l'ai déjà fait, je sais combien c'est pas facile de se retrouver parfois dans un bureau de police avec un enfant qui vit des maltraitances et de se faire mal recevoir, d'entendre cet enfant à qui on ne répond pas très bien, mais il faut le faire. Et pour tout cela, je demande que Dieu nous aide et que Dieu aide mais les deux sœurs qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous, et puis toutes les personnes qui sont en difficulté. En difficulté de par le monde et plus particulièrement, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, tous les enfants maltraités, victimes de sévices et d'abus sexuels. Voilà. Et Dieu est le plus savant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Amen.